Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Dans chaque épisode, plongez dans des conversations inspirantes pour décoder de nouveaux outils et des astuces pour transformer votre approche du sport mais aussi de votre quotidien. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Bon, salut Antoine. Salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va super et toi? Très très bien, la forme. Je viens de revenir d'une petite course là, ce week-end à la Bacard, donc les jambes un peu lourdes, mais content de faire une petite coupure. C'est ce que j'allais te demander, j'ai vu ton actualité, hein, la semaine, non, ça fait quoi, un petit peu moins d'une semaine, ça fait 4 jours là. T'avais fait combien d'heures? J'ai pu faire jusqu'à 33 heures, donc sur une course qui se gagne en 38 heures, donc ce qui est plutôt une bonne performance. Le Ouais. sentier était quand même bien pourrave, avec pas mal de boue, etc. Et la pluie qui arrivait, donc difficile de faire mieux. Ah ouais, c'était où? Alors c'était à Castanet, donc pour ceux qui connaissent, c'est près de Toulouse. Ok, donc là où il y a un peu d'eau, où il y a eu un peu d'eau la semaine dernière notamment. Ouais. Exactement. Ah, ok, ok, ok. Bon, de toute façon, on va revenir sur sur cette petite course. On dit petite parce que vu ce que tu as fait avant, c'est petit. Donc, non, ce que je te propose, c'est que tu te présentes rapidement ce que tu fais, comment t'en es venu au sport, parce que tu as quand même un petit passif de sportif qui n'est pas dans la course à pied, et c'est aussi, c'est ici hyper intéressant sur l'expérience que tu as aujourd'hui. Donc, voilà, je te laisse développer. Bah écoute, merci beaucoup à toi déjà pour l'invitation. Donc, je m'appelle Antoine Clément, j'ai 25 ans et je me considère comme un ultra-trailer un peu aventurier, passionné par le dépassement de soi. Pourquoi passionné? C'est parce que j'ai aussi exploré le dépassement de soi dans les sports de combat notamment avant. Donc, j'ai commencé la course à pied à l'âge de 9 ans grâce à mon frère, enfin grâce à mes frères. J'ai un grand frère qui est militaire, donc c'était un peu, voilà, c'était un peu obligatoire de se mettre au sport et de se bouger un peu et notamment être en compétition. Donc c'est vrai que la course à pied a toujours fait partie de ma vie. Mais ça a vraiment pris de l'ampleur le jour où j'ai découvert une course au travers d'un reportage. Donc la course s'appelle la Barclay. Donc je ne vais pas faire de présentation parce que je pense que beaucoup de gens la Ouais, connaissent, notamment je les pense. passionnés d'ultra trail. Je vous laisserai aller sur Wikipédia parce que c'est une course passionnante et sincèrement ça, voilà, ça nourrit mon obsession. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me suis mis à courir. Bon, aujourd'hui, je ne cours plus que pour ça, parce que j'ai bien entendu découvert d'autres choses dans l'ultra trail, mais c'est effectivement ce qui m'a lancé dans l'ultra trail. Donc ça a été, on va dire, Toi, tu es arrivé dans le trail un peu comme ça, mais c'est tout de suite été cette image-là, cet objectif-là qui tout de suite t'a mis l'objectif, la punaise là sur le mur. C'est là que je veux aller, quoi. Bah en fait, c'est ça, je me baladais sur Facebook et puis je suis tombé sur ce reportage. Et en fait, je suis quelqu'un depuis petit qui fonctionne beaucoup, notamment à la visualisation et à l'imagerie. C'est-à-dire que Mm. quand je regardais, je sais pas, des dessins animés de Batman, direct après le dessin animé, j'allais jouer à Batman en fait. Je regardais un film, j'allais faire la même chose que le film. En fait, ça a toujours été comme ça. Et là, c'était mon Batman à moi, quoi. J'avais découvert la Barclay et là, je me suis dit, hop, ok, là, je veux faire ça et je veux faire en sorte d'y arriver. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant que je me sente en tout cas prêt et crédible pour pouvoir me présenter à la course. Ce qui est normal. Parce que ça, c'est quand même un truc qui fait peur et surtout, c'est une course très mystérieuse. Parce que, Tu peux juste en quelques mots les boucles, combien il faut faire de boucles, combien ça fait de kilomètres une boucle, juste très rapide et le principe que ce soit voilà, assez rapidement, le départ qui est donné à une heure qu'on ne connaît pas, le fait qu'il y ait un timing très précis pour chaque boucle, que tu repartes aussi avant, etc., etc. Et le côté aussi, euh, où il n'y a pas vraiment de sentier, quoi. bah en fait, ça serait pas rendre honneur à la course si je racontais pas un peu l'histoire et le contexte, et je pense que ça mettrait un peu plus les gens à l'intérieur du podcast. En fait, pour faire un petit peu d'histoire, faut savoir qu'il y a eu le meurtrier de Martin Luther King qui s'appelle James Earl Ray, qui a été emprisonné dans une petite prison du Tennessee. Et en fait, il a réussi à s'évader de cette prison. Et en fait, en 60 heures, il a réussi à parcourir que 12 kilomètres dans la forêt autour de la prison. Donc là, il y a un mec qui regarde la télé et qui se dit, tiens, moi, en 60 heures, je pourrais courir 160 Ouais. kilomètres. Il s'est Et donc, dit, lui, il est nul, moi, j'aurais fait mieux. c'est ça. Alors du coup, c'est pour ça qu'il invente la Barclay. Et donc, le principe de la Barclay, c'est quoi? C'est 5 boucles de 40 km
où en fait, il faut trouver des pages de livres qui correspondent à son numéro de dossard. Donc ça paraît un peu farfelu, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de balisage. Et donc, tu dois tout simplement te repérer avec une carte qui te donne avant. Donc, ce qui est un peu particulier, c'est justement que tu sais pas vraiment quand ça part, que tu sais pas vraiment comment t'inscrire à la course parce qu'il y a que 40 personnes qui sont sélectionnées chaque année. Donc, c'est un peu tout ça qui fait le mystère de la course et j'en passe. Il y a énormément de choses à raconter là-dessus. Mais c'est ce qui Mais crée la difficulté aussi. La difficulté, c'est comme tu dis, il y a du chemin. C'est pas entièrement une course d'orientation, c'est pas ça. non, Mais il y a quand même une énorme partie orientation où tu peux passer 2 heures à côté d'un bouquin caché sous un rocher ou quelque part. Et là, vaut mieux être en groupe en général. C'est ce qu'on entend, quoi. effectivement, le principe de la course, c'est de fonctionner en team ou en tout cas d'essayer de suivre. Sauf que bon, il y en a quelques-uns qui connaissent mieux la forêt que d'autres. Mais quand tu es un virgin, c'est ce qu'on appelle un mec qui arrive pour la première fois, il faut Mm. effectivement suivre les vétérans. Yes. Bon, là, on est allé directement sur la Barclay. Du coup, toi, tu es arrivé donc, sur la partie. Tu as parlé de visualisation, tout ça. Tu es déjà arrivé avec ton rêve. Ta visualisation, c'est ça que je veux faire. Voilà. Donc, ça, c'était acté. À partir de là, tu t'es forcément construit un petit plan parce que on se claque pas des doigts en se disant je vais arriver à la Barclay et faire 200 bornes. Parce que les boucles sont censés faire le kilométrage, mais on sait qu'à la fin, il y a toujours beaucoup plus. C'est quelles ont été tes étapes et rapides, j'ai envie de dire, mais comment tu t'es jalonné ça dans la tête pour y arriver? Alors en fait, dans un premier temps, ce qui était hyper important pour moi, c'était de me fixer des objectifs et de me dire, OK, là, tu as cet horizon de temps et tu dois arriver à la Barclay dans tant de temps. Donc moi, je m'étais donné comme horizon de temps à peu près 25, 27 ans. Donc là, je suis encore dedans, ça Ah va. oui, d'accord, 25. Euh, Ah ouais, oui, ok. ouais, je m'étais dit 25, 27 ans, je Donc t'es voulais être allé très jeune. très vite là quand même. Ouais, je voulais y arriver jeune et du coup, bah là, bon, je vais pas ressortir, mais j'ai une boîte en fait avec tout ce qui symbolise à Barclay, donc notamment les cartes, Ouais. etc. Et en fait, à l'intérieur, je me suis fait une fiche avec un plan, une feuille de route. Et pour ça, j'avais regardé en fait ce qu'avaient fait les autres. Ce qui était hyper important pour moi, c'était de m'inspirer, pas forcément copier, mais c'est d'essayer de m'inspirer de ce qu'avaient déjà fait les finishers de la Barclay pour pouvoir atteindre notamment cette course. Donc je me suis dit, voilà, comment je vais faire. Donc le premier point commun, c'était vraiment d'en faire une obsession. Clairement, voilà, je vais pas, c'était pas de secret, faut en faire une obsession. Donc, ce que je fais, c'est que je me suis mis les coordonnées GPS du départ de la Ok. course sur un bracelet. Donc, ça paraissait un peu ridicule et pathétique, mais pour moi, ça avait une grande signification. C'était en fait de me dire, voilà, tu pourras faire des trucs dans ta vie, peut-être faire la fête, peut-être parfois t'écarter, mais il faut pas que tu oublies que voilà, tu as un vrai rêve et que ce rêve-là, tu dois l'atteindre. Donc, ça, c'était le premier point. Deuxième point, j'étais un bon coureur, donc ça serait mentir si je te disais que j'avais pas des bonnes capacités génétiques. J'ai eu des parents qui étaient très sportifs, des frères aussi. Donc ça a quand même bien Mm. aidé. Mais donc je me suis dit, voilà, il faut que j'arrive à ce niveau-là. Et donc comment on va faire? Et donc c'est vrai que je me suis lancé un peu comme une tête brûlée dans l'ultra trail en faisant des choses que je pense enfin, un débutant ne devrait pas faire. C'est-à-dire déjà commencer par faire des 40 km, des 50 km directement, sans forcément se préparer. J'ai couru un 130 km, j'étais complètement défoncé, j'avais Mais les du pieds. coup, et dans cet ordre-là, ça s'est passé comment? Tu t'es dit, je cours en 40. Après, ça a du sens. Quand on veut en courir 200, voilà, on se dit, OK. Il s'est passé quoi après le 40? T'étais cassé de partout? T'étais pas cassé? C'était bien. J'étais cassé de partout en fait. Je me Ouais. suis blessé, ce qui fait qu'en fait ça a ralenti du coup l'horizon, le Mm. plan que j'avais fait, et ce qui fait qu'en fait ça m'a bloqué pendant au moins parce qu'en fait je me suis blessé. Alors en fait j'ai découvert la Barclay en février 2018 et donc je me suis blessé de février 2018 jusqu'à quasiment 2020. Tu vois, donc ça fait pendant 2 ans j'ai quasi pas couru. J'allais en montagne et puis je courais un peu comme ça à l'aveugle. Et donc, je faisais pas grand chose, Ouais. à part peut-être des défis pendant le Covid, tu sais, tourner autour de sa maison, voilà, Mm. des trucs qui font fanfaronner les amis, mais pas de quoi me dire, tiens, je vais Oui. pouvoir aller à la Barclay, quoi. Pas de quoi te préparer comme tu voulais, quoi. Non. Donc en fait, c'est arrivé un peu tard, et puis en fait, j'ai reçu un coup de fil d'un de mes potes et un ami qui est mon meilleur ami aujourd'hui et qui est très très bon en ultra trail, et qui s'appelle Yann. Et en fait, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, Antoine, si tu veux vraiment aller à la Barclay, il va falloir que tu arrêtes de faire voilà, le kéké, quoi. Il va falloir que tu arrêtes de faire des défis un peu stupides, de faire d'autres activités comme la muscu, etc. Parce que je continue à faire d'autres sports à côté. Ouais. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit, là, c'est le moment, quoi. Là, c'est le moment de prendre les choses au sérieux. Et c'est à partir du moment où je suis arrivé à Paris. Donc ça a quand même pris 4 ans avant que je m'y mette vraiment. Oui, mais Euh, après, t'étais très jeune parce que, attends, t'as 24, j'avais, bah, 25? j'avais 18 ans quand j'ai J'ai fait découvert 10, la ouais, Barclay. voilà, j'allais dire. Donc Ouais. c'est vrai que ça faisait jeune. Et donc c'est à partir de 22 ans que du coup, en arrivant à Paris, bizarrement, ce qui est paradoxal dans une ville où tout est fait pour pas que tu cours, Mm. mais c'est là où j'ai commencé à courir et à vraiment me créer une obsession.
Et là, j'ai passé des heures à lire les récits de course, à vraiment, vraiment m'imprégner. Et c'est un peu ça. Et du coup, la première pierre angulaire de tout ça, c'était de faire un 100 miles, de parcourir mon premier 100 miles. Et donc, c'était un peu l'idée de cette année 2022 de me préparer pour mon premier 100 miles. Et qui ne plus est, était la Diagonale des Fous. Et donc, c'était pour moi très symbolique, pour moi de me dire, tiens, je vais pouvoir faire la diagonale, valider ce format 100 miles, et après, on se lancera dans des choses peut-être un peu plus extrêmes. Et donc voilà. Est-ce que tu es parti sur cet objectif-là? Alors déjà, première chose, est-ce que tu t'es toujours, là on sent que tu es inspiré, t'es habité par, enfin tu t'es tout de suite senti habité par le truc. En prépa mentale, enfin, il y a plusieurs évidemment typologies de profils. Il y a un profil par personne, quoi. Mais il y a ceux qui vont être plutôt comme toi. Tu vois un film, tu fais tout de suite. Toi, tu parlais de Batman. Moi, j'ai un grand frère et j'ai eu ma période quand il regardait Rocky et que j'avais 8 ans. J'allais faire des pompes, quoi. J'étais C'est fait ça. comme un. Voilà, bah, tu vois que j'ai pas un physique de bodybuilder. Bah, j'allais faire 10 pompes derrière, quoi, bah, parce qu'il fallait que je fasse ça, quoi. Mais j'étais habité par le truc. Donc, quand on est comme ça, comme toi, tu fais tes erreurs et c'est très bien, tu t'apprends par l'erreur, tout simplement. Hop, on fait une connerie, on se remet dedans et on se dit, tiens, ça marche pas, je vais faire autre chose. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit justement que la prépa mentale, d'une manière ou d'une autre, parce que là, tu m'as dit beaucoup de choses qui sont des outils, en fait, de la prépa mentale. Tu me parles de beaucoup une obsession. Évidemment, sans tomber dans le côté négatif, ça fait partie de la chose quand c'est un objectif. L'inspiration, c'est directement lié. La visualisation, s'imprégner de quelque chose. Tu m'as montré, tu nous as parlé de ton petit bracelet. Alors ça, c'est excellent parce que tu dis c'est un peu ridicule, machin. Mais en fait, c'est les ancrages qui sont faits en PNL, en programmation neurolinguistique, en sophrologie, etc. C'est des choses ultra personnelles qui vont parler qu'à une seule personne, c'est-à-dire soi-même. Et c'est ça aussi, bah alors ça fait dévier, mais le côté que tu dises c'est un peu ridicule, machin, c'est bien aussi la preuve qu'en France, on n'est pas encore à l'aise complètement à parler de ça, parce que, bah, je ne vais pas dire si tu étais anglo-saxon ou australien, tu dirais, bah tu vois, ça, je me suis fait tatouer les coordonnées, comme ça, j'y pense tous les matins en me levant, tu vois. Et il n'y a rien de loufoque là-dedans, quoi. C'est normal, c'est ton objectif, c'est ton obsession, point barre, et c'est grâce à ça que tu drives ton mental chaque jour vers le but que tu as choisi, quoi. Donc, est-ce que toi, il y a eu ça, il y a eu cette approche-là cadrée, pas cadrée, consciente, inconsciente? Alors, c'est hyper important ce que tu dis là, parce que justement, on en avait parlé un peu au téléphone, et c'est vrai que pour moi, en fait, la préparation mentale, elle n'a pas été consciente. C'est-à-dire que je ne me suis pas moi-même, de moi-même dit, tiens, je vais faire de la préparation mentale, je vais me mettre dans un processus de préparation mentale pour augmenter ma performance. En fait, tout a été fait de manière inconsciente, et c'est aujourd'hui, en ayant pris du recul sur tout ça, que je me suis dit, en fait, tiens, ce que je faisais là, bah, en fait, c'était de la préparation mentale. Et en fait, j'en avais pas forcément conscience sur le moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je suis coach aussi avec mes athlètes, et je ne suis pas préparateur mental, mais j'essaye justement de leur donner des petits outils que moi, j'ai justement pu Ouais. utiliser de manière D'intégrer inconsciente, cette dimension mentale, quoi. et de leur dire, en fait, ces Mm. choses-là, bah, en fait, là, vous pouvez en avoir conscience, et vous pouvez peut-être mieux appuyer dessus, et justement pouvoir faire encore plus avancer les choses. Donc, c'est vrai que moi, ça a été de manière inconsciente, c'est-à-dire notamment bah, l'obsession qui est parfois perçue de manière négative, parce qu'on dit souvent que les gens qui sont un peu obsédés par quelque chose, c'est jamais bon. Mais en fait, justement, quand tu arrives à trouver cet équilibre de vie entre bah, les choses qui tournent autour de ta vie, c'est-à-dire ta famille, ton boulot, etc., et justement ton obsession en essayant toujours de revenir, moi, je vois ça un peu comme une feuille, une espèce de route, tu sais. Mm. Et en fait, pour moi, ça me guide ma vie. Voilà. C'est parfois, voilà, je vais peut-être faire des choses, peut-être faire des erreurs. Et j'essaie toujours de me dire, OK, là, non, faut pas que tu oublies, tu as ce rêve-là. C'est un peu ça ta destinée, tu sais. Et c'est un peu mystique. Parfois, on a l'impression qu'il y a quelque chose de religieux là-dedans, mais loin de là. Et je pense que c'est hyper important. Deuxième point, le pouvoir de l'inspiration. Mm. En fait, aujourd'hui, on est dans une société où on a beaucoup de mal avec ça, parce que parfois on va vous dire non, ne copie pas cette personne. En Mm. fait, je pense que c'est très important de prendre du bon de chacun. Voilà, il y a des gens sur lesquels parfois on pourrait dire non, il ne faudrait pas s'en inspirer. Typiquement, je vais prendre un exemple, l'athlète casquette verte. Voilà, typiquement sa méthode d'entraînement, enfin, il n'a pas de méthode d'ailleurs, il le dit lui-même. Oui, il le dit d'ailleurs, ne vous inspirez pas de Oui, moi, quoi. exactement. Et en Ouais. fait, voilà, il est un peu, voilà, il est un peu foufou comme on dit. Il court beaucoup de bornes, etc. Ça pourrait n'importe quel athlète qui ferait ce qu'il ferait, ce qu'il fait, il serait forcément blessé. Mais en fait, il y a quand même du bon
à prendre, c'est-à-dire sa discipline, la manière dont il perçoit la course à pied, etc. Et toutes ces choses-là font qu'en fait, on peut s'en inspirer. Et donc voilà, je pense que c'est hyper important. En tout cas, moi, les rôles des inspirations ont eu un rôle moteur dans ma vie, notamment avec Karel Sabé, qui est un athlète belge, Mhm. qui a notamment fini à Barclay, qui a fait le Pacific Crest Trail, etc. Beaucoup de choses. Et donc, c'est sur ces personnes-là sur lesquelles je me suis appuyé, la manière dont ils avaient un peu perçu les choses, comment ils fonctionnaient. Et en tout cas, c'est hyper important pour moi, c'est que typiquement, quand j'étais aux États-Unis, pendant que je traversais les États-Unis, je me revoyais un peu dans le film que j'avais visionné de Karel Sabé, Mhm. parce qu'il faut savoir que ce film-là, je l'ai vu des trentaines, quarantaines de fois, et ça m'a vraiment permis voilà, de mieux aborder le Pacific Crest Trail, donc la traversée des États-Unis. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, et je pense que c'est très important, c'est la fixation d'objectifs, pas que à court terme en fait, mais de vraiment se faire une feuille de route, de se prendre une feuille et de se dire, voilà, typiquement, cette année-là, en 2025, je veux accomplir ces choses-là. En moyen terme, dans 2 3 ans, je vais accomplir ces choses-là. Et à long terme, je vais accomplir ces choses-là. Et en fait, en mettant tous ces objectifs-là, ça permet, pareil, de toujours être drivé par quelque chose, de toujours garder la foi. Parce qu'en fait, il faut savoir que parfois, la motivation, elle va baisser. C'est normal. Hein, on n'a pas, enfin, c'est pas un plaisir d'aller courir sous la pluie, d'aller à la salle de musculation, parce que je parle, il n'y a pas forcément peut-être que des coureurs qui nous écoutent, mais voilà, je pense que c'est hyper important. Et donc d'avoir ces objectifs-là, ça permet justement de forger une certaine discipline qui fait qu'au final, on n'abandonne pas. Mais qui est hyper important pour moi, c'est toujours de garder un équilibre. Parce que j'en reviens à une discussion que j'ai eue notamment ce week-end avec un monsieur, un triathlète justement, qui faisait beaucoup d'Ironman. Et il me disait qu'en fait, il avait fait sa discipline une obsession, au point qu'il faisait que ça de sa vie. C'est-à-dire, voilà, il Mhm. allait le matin, il allait courir, le midi, il allait nager, le soir, il allait faire du vélo. Sauf qu'au final, il a un divorce. Et au final, il n'est pas si heureux que ça. Donc voilà, pour moi, c'est hyper important de Ah, c'est bien. sûr que déjà le triathlon, quand c'est du bicotidien quotidien, hein, c'est tous les jours le bicotidien, donc là ça devient compliqué effectivement. Mais du coup, ce que tu vois, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'équilibre, au côté obsessionnel de la chose, obsessionnel d'un objectif. C'est jamais, on n'est jamais à 200% dans l'obsession de l'objectif, même si je suis sûr que ton entourage a dû te dire décroche un peu de ton truc, tu penses qu'à ça, machin. Ouais, de l'extérieur, tu as l'impression qu'on pense qu'à ça, mais en fait, c'est comme la vie, il y a les temps forts, les temps faibles. Donc, quand tu es dans temps fort, et c'est pour ça que l'approche avec l'entraînement physique, je trouve qu'il est tout trouvé, c'est qu'on n'est jamais en train de s'entraîner tout le temps en spécifique. Si on fait un trail, voilà, on va dire de taille normale, dans, je sais pas, 20, 40, 60 km, on n'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. On fait pas toute la semaine du spécifique. On fait pas toute la semaine des montées de côte à bloc. On fait pas. Voilà, c'est cette variation qui amène, et c'est exactement pareil avec le mental. C'est un équilibre. Un coup, tu vas y penser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, ça va redescendre un peu, puis ça va repartir. Et oui, cet objectif, c'est ce que tu as fait enfin, pas sans le savoir, parce que tu l'as fait, mais sans l'avoir, on va dire, peut-être prémédité. C'est le côté, j'ai mon objectif tout de suite, le loin, long terme, qui est énorme, mais maintenant, comment je le jalonne? Et c'est vrai que ça soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça qu'on met toujours les sportifs, les entrepreneurs un peu dans le même chapeau. Il y a souvent des objectifs assez élevés et dans les temps faibles, on va se sentir complètement écrasé par son objectif. J'imagine que toi, quand tu étais 2 ans blessé, ton objectif de Barclay, peut-être qu'il était un peu lourd à porter et qu'après, tu repars sur non, bon, ok, je vais me faire une diagonale. Diagonale c'est quand même, Ah, c'est pas petit. Mais ouais, donc c'est hyper important de faire ça. Et évidemment, tu as parlé de l'inspiration, c'est ce qui est utilisé tout le temps, partout, quoi. non, Donc, c'est euh, donc ouais, vraiment, c'est c'est vraiment ultra hyper important. important. C'est vraiment hyper important. Et pour revenir à ce que tu disais au début, je l'ai fait de manière inconsciente, mais du coup, il faut savoir que j'avais fait appel à un de mes amis qui était préparateur mental. Et par curiosité, j'ai voulu tester justement. Et c'est vrai que j'ai quand même énormément apprécié, non pas forcément les outils qu'il m'avait donnés, parce que j'en avais pas mal que j'utilisais déjà, comme je te disais, de manière inconsciente, mais en fait, le fait déjà de rien que de discuter avec quelqu'un, notamment d'aborder par rapport à son rapport à la course à pied. Voilà, parfois, il faut savoir que moi, je suis quand même un peu suivi quand même sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que parfois, ça peut mettre une certaine pression, notamment sociale, qui peut notamment, je pense, impacter la performance. Parce qu'en fait, par exemple, quand tu dis des choses au préalable, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, tu dis, tiens, Quand je vais tu finir annonces, premier. c'est ça que tu veux dire quand tu Ouais, annonces quelque chose. quand tu annonces quelque chose, et ben en fait, tu te sens obligé de le faire. Et ce qui fait que c'est assez malsain.
Je dis pas que c'est voilà, c'est faible et tout de se dire ça, mais en fait, je pense que c'est très important de se détacher de ça, parfois, Mm. en tout cas de la pression sociale, de faire vraiment les choses pour soi et de trouver son pourquoi. C'est-à-dire vraiment, moi je l'ai trouvé en tout cas avec la Barclay et c'est beaucoup plus fort que la pression de quelqu'un ou voilà, ou de quelqu'un que je connais pas ou de quelqu'un que je connais. Mais je pense que quelqu'un qui justement n'a pas ce pourquoi solide en lui, et bah ça peut être malsain à un certain temps parce que Ouais, c'est oui. les gens qui te drive vers ton objectif et c'est pas bon. C'est ça, c'est en fait ce que tu dis là par rapport à la pression sociale, ça me fait penser un peu à celui qui en parle beaucoup en ce moment, enfin, ou qui en a beaucoup parlé ces derniers temps. Je pense à Mathieu Blanchard, Ouais. parce qu'il a une grosse communauté, il a plus de 400 000 abonnés sur Insta, il fait une chaîne YouTube, il a, je sais pas moi, il a 40 000 abonnés en 6 mois. Enfin, il fait les choses, il les fait bien et il fait quelque chose qui s'est jamais trop vu dans le trail et dans le monde de l'outdoor un peu. Il s'est fait torpiller par tous les skieurs alpins, ski alpinistes, parce qu'il dénature le sport. Bon, bref, on en juge ce qu'on veut, mais en tout cas, il bouge, il fait bouger les trucs. Mais lui, il parlait souvent de ça en disant, ouais, je pense souvent que, il y a du monde derrière moi. J'essaye de. Évidemment qu'il est suivi mentalement. Il y a notamment Eric Lacroix, qui est ultra connu dans le trail, qui l'accompagne mentalement. Pas tout le temps, je pense pas, mais il l'a accompagné, en tout cas, j'en suis sûr, parce qu'il en a parlé il y a pas longtemps, pour quand il est revenu de sa blessure d'après l'UTMB, pour préparer justement sereinement sa diag qu'il a éclaté, qu'il a gagné. Euh, et là où je voulais en venir, c'était sur ce côté réseau, poids du truc. Euh, Avant, bah, on en reparlera, mais toi, aujourd'hui, tu arrives à ressentir ça? C'est-à-dire, si tu annonces quelque chose, est-ce que c'est pas aussi un côté, alors la question est longue, hein, mais très français, très franchouillard? On n'aime pas trop les gens qui annoncent. On n'aime pas trop les gens qui annoncent surtout je veux gagner. J'y vais pour tout éclater. Ça, on n'aime pas trop et on est, enfin, dans l'inconscient en tout cas. Et on se dit bon, si je dérape, je vais me faire tomber dessus, c'est clair. J'ai ouvert ma gueule, maintenant on va me tomber dessus. C'est ça que tu as commencé à ressentir peut-être à un moment? Ou Ça pas? encore, ça allait. Au début, oui, parce que j'ai fait du sport, des sports de combat et le trash, comme on dit, le trash Ah ouais, talk, trash talking, ouais. trash talking, si ça faisait partie du jeu, voilà, tu parles sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'était un peu commun. Mais effectivement, après, avec l'âge et la maturité, déjà, notamment, j'ai commencé à un peu moins parler, notamment de ma performance. Et en tout cas, ça s'est beaucoup vu, notamment avec ma traversée des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai caché le projet jusqu'à 2 semaines avant de partir pour justement me mettre zéro pression et en fait de préparer le projet secrètement. C'était hyper important pour moi. Et ce qui fait qu'en fait, quand je suis arrivé au moment du départ, j'avais zéro pression, rien du tout. Et c'était incroyable. Et du coup, j'ai pu faire une belle performance. Et donc, je pense que c'était très important pour moi. Mais effectivement, voilà, moi, je parle de la Barclay un peu tous les jours sur mes réseaux sociaux. Donc, les gens, ils attendent qu'une chose, c'est que j'aille à la Barclay. En tout cas, tous les gens qui me suivent, c'est pour ça. Et peut-être que le jour, forcément, où je ferai Mm. la Barclay, et si je fais qu'une boucle où je me foire à la première boucle, j'aurais peut-être l'air d'un clown. Mais voilà, moi, je me suis un peu détaché de ça et voilà, parce que en fait, je me dis surtout que ce rêve-là m'a apporté beaucoup plus que juste un aspect sportif. En fait, ça m'a drivé dans la vie. Aujourd'hui, j'en fais mon métier parce que je suis coach en trail. Je vais habiter à Annecy, donc j'en fais aussi mon environnement de vie. Mes amis sont des amis que j'ai rencontrés dans des ultras ou dans des défis, etc. Donc au final, voilà, ça m'a apporté bien plus que ça. Et ces réseaux sociaux-là, c'est bien sûr une chose et ça permet d'avoir de la force. Mais j'essaye de pas trop de m'en détacher parce que je sais que quand tu réussis, les gens ils sont tous là, bien entendu. Ah Et oui. quand tu réussis pas, les gens ils disparaissent et tu es le pire ennemi ou voilà. Bah, après Ouais, encore, où t'es abandonné, enfin, où on t'es pense pas à toi, abandonné, quoi, ouais. tout simplement. T'es abandonné. Donc voilà. Après, en tout cas, sans prétention, bien entendu, j'essaie de garder une communication ultra authentique et ce qui est en rapport un peu avec la philosophie Barclay. Parce que voilà, à la Barclay, de manière générale, on n'aime pas trop les gens qui se la racontent. C'est pas trop commun et je suis pas sûr que, en tout cas, l'organisateur il m'accepterait si je passais mon temps à me la raconter. Donc c'est hyper important d'essayer de rester le plus discret possible quand même. Mm. Mais voilà. En tout cas, pour en finir avec ce sujet-là, je Mm. pense que c'est très important de manière générale quand on commence dans le trail. C'est voilà, on peut raconter ce qu'on fait, voilà, parce que c'est important. On a toujours ce besoin de reconnaissance, puis ce besoin ce devoir de mémoire un peu qu'on aime tous faire. Mm. Mais c'est hyper important quand même de rester discret parce que on est personne dans ce sport. Il y a des milliers, voire de millions de gens qui courent. On Mm. sera toujours le plus nul de quelqu'un. C'est vraiment, mais ça c'est sûr. Donc, faut pas non plus se dire on est une merde, etc. Mais voilà, faut quand même rester à sa place et voilà. Ouais, t'as raison. Mais du coup, bah, on va reprendre
le fil un peu historique, tu fais ton rang raid. Donc ça, c'est bon, c'est bouclé, tu es content, c'est fait. C'est là que l'idée du PCT arrive ou pas? Alors PCT, je vais quand même traduire rapidement. Pacific Crest Trail, tu pars du Mexique pour remonter au Canada et 4270 km C'est ça, et tu l'as fait en 65 jours. meilleure perf française. Ouais, c'est ça. Bravo. Merci. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que bon, pour faire un peu dessiner un peu ma vie, j'ai fait enfin, je faisais de la finance du coup. Donc, bon, pour ceux qui connaissent pas la finance, c'est assez chronophage, assez intense. On peut vite s'ennuyer. Et donc, je venais de finir mes études, du coup, l'alternance. Et c'est vrai que j'étais encore en alternance et je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire après mes études, quoi. C'est vrai que c'était un peu le mystère de me dire, bon, Mm. est-ce que je vais travailler directement en finance? Est-ce que je me prends un an et je pars faire le tour du monde? Et en fait, ça faisait des années que je voulais faire ce truc parce que j'avais eu des discussions, puis j'avais été enfin, en relation avec une fille américaine et justement, c'était toujours un peu ce truc-là de lui dire ah, tiens, je te rejoindrai aux États-Unis, puis je ferai le PCT, etc. Mais sauf qu'au final, j'ai un peu abandonné l'idée parce que je me disais que c'était beaucoup trop long et beaucoup trop dur pour moi. Et parce que j'ai tendance souvent et parfois à me sous-estimer, bizarrement. Et donc je me suis dit voilà non c'est pas possible quoi. Et au final ce qui est assez magique c'est que du coup un mec qui s'appelle du coup Karel Sabé ce que je citais Mhm. précédemment sort un documentaire sur YouTube et il sort ce documentaire et là je me dis ok et là je l'ai regardé trois quatre fois dans la même soirée et je me suis dit ouais c'est bon là c'est je pense que c'est le Dieu tout puissant qui t'envoie Ah, il y a un ce truc qui s'est reportage. allumé chez toi, quoi, tout de Il y suite. a un truc qui s'est allumé, là je me suis dit, ok, allez, Ouais. on y va et on se balance. Sauf qu'en fait, je venais de louper la date de permis, parce qu'en fait, il faut savoir que pour faire ce genre de longue randonnée, entre guillemets, il faut avoir un permis, parce que c'est pas comme en France, on fait pas comme on veut. Et donc, je venais de louper la première date, et donc Ouais, il reste. ils ont des grands espaces naturels protégés, c'est ça. C'est pour ça que Ouais. notamment les hard rock et les courses comme ça sont limitées à 140 personnes parce que de toute façon, ils Et, n'ont pas les permis pour faire passer du monde là-dedans, quoi. et exactement, en fait, c'est indépendamment. Ils peuvent rien faire pour ça. Donc, Mm. du coup, voilà, ils ont ce système de permis, et donc voilà, donc j'ai réussi à avoir mon permis, j'arrive à avoir le visa, et voilà, c'était un peu le rêve qui commençait. Et c'est quelque chose que enfin, j'ai visionné pendant des années. J'ai regardé des vidéos sur Instagram, etc. J'en ai rêvé, j'ai regardé plein de reportages. Donc Mm. c'est vrai que pour moi, j'y avais déjà été, quoi. Tu vois, Mm. j'y étais Mm. déjà allé. Ah, mais ça, Donc ça, c'est le principe de la visualisation, hein. Désolé, je te coupe, mais ah c'est bah, c'est ça. exactement le principe. Quand on va travailler sur la visualisation d'un athlète avant sa course, alors ça dépend ce qu'on veut travailler, mais si il a peur de quelque chose, on va exactement aller visualiser cette peur-là. Et on va se mettre en condition pour le voir. Et ce qu'on pensait être un truc un peu mystique il y a 20, 30 ans, c'est-à-dire oui, que tu le crois, tu y penses très fort, machin, ça va faire quelque chose. Aujourd'hui, les neurosciences sont ultra claires et c'est acté scientifiquement que le cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est visualisé, ressenti et ce qui est vécu en vrai dans le physique. Donc ça, c'est quelque chose de plus que puissant, c'est-à-dire que si on arrive à se rentrer dans des visualisations, et c'est pour ça que la PNL a fonctionné et fonctionne toujours, c'est que ça aide à visualiser, on dit ça en multisensoriel, c'est-à-dire qu'on va y ajouter les sons, et là, dans ton cadre à toi, avec l'ultra, tu peux y ajouter une nuit dehors, la pluie. J'étais entendu sur notre podcast parler des animaux, parce que tu vas en parler, forcément, tu traverses les États-Unis. T'es pas comme en France, hein, tu vas pas peut-être croiser une couleuvre sur le bord du chemin. Et ça, bah, hyper important parce que tu l'as déjà, toi, tu l'as fait, parce que tu l'as regardé 50 fois ce documentaire-là. Donc, tu t'es imprégné du truc. Et comme tu as dit, quand tu étais sur place, ben, tu avais déjà été en fait. Non, mais c'est ça, c'est fou. Parfois, je me disais, attends, j'ai déjà l'impression d'avoir vécu ce moment, Ouais. d'avoir vu cette chose, parce que j'étais tellement dans la visualisation permanente, en permanence quand j'étais chez moi, en tout cas en France, pour préparer ce projet, que effectivement, j'ai quand même mis un gros accent là-dessus, ce qui était hyper important pour moi. Comme je te disais, je l'avais un peu de manière inconsciente, je le faisais pas de manière consciente, mais voilà, je passais vraiment des heures à faire ça, quoi. Et aujourd'hui, c'est une force parce que je l'utilise tout le temps. Voilà, typiquement là, cet été, je vais faire un projet et on en reparlera peut-être plus tard, mais et j'ai toujours vraiment cette envie de regarder les trucs par rapport à ça, de lire des trucs par rapport à ça, pour vraiment m'imprégner. Et ce qui était fou, et ça je mens pas et c'est assez marrant, c'est que les Américains me disaient t'es le plus américain des Français. Voilà, tu es le Ok. plus américain des Français parce qu'en fait je connaissais quasiment tout du pays.
Je connaissais tout du PCT, etc. Des trucs historiques Mm. parfois, des noms de montagnes, des noms de sommets. Et les gens, ils étaient en mode, mais attends, mais comment tu connais ça? T'es déjà venu? Je disais non, j'ai juste passé mon temps sur Strava ou Google Maps à regarder, quoi. Donc, Ah, t'as étudié parfois, ton truc, ça. quoi. Tu es pas Ouais, allé. j'avais étudié et je pense que, enfin, en tout cas, moi, je fais toujours ça. Et pareil pour la Barclay, typiquement, la forêt, je connais déjà tous les sentiers officiels. Voilà, je connais le nom, etc. Je connais pas mal de choses à ce niveau-là et c'était enfin, c'est hyper important pour moi parce que du coup, ça me permet voilà, quand j'y suis, de m'imprégner vraiment d'une bonne énergie et d'y aller vraiment. Donc, je pense que ce travail de visualisation, je pense que j'y insisterai jamais assez. Je pense que c'est vraiment hyper, hyper important. Ah, j'allais te poser la question si tu avais des techniques que tu appréciais particulièrement, mais t'as déjà donné la réponse. Je pense que c'est clair. Ouais. Et du coup, ben, ce PCT, je veux dire, il coule de source pour toi. Tu vois le truc, tu dis je vais le faire. Une fois que tu étais dessus, enfin, tu as eu des peurs, j'imagine, avant. Tu avais peur de certaines choses. Qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant, après, si tu peux nous faire un petit retour sur ça. Alors avant, c'est un peu le petit Candide, quoi. J'arrive sur le sentier, des choses que j'ai déjà vues, mais que je ne connais pas vraiment. Donc j'arrive sur le sentier, je me fais prendre un peu par un mentor, un peu, parce qu'en fait, il faut savoir que il y a quand même plein de gens qui le font chaque année en marchant. Je crois qu'il y a quasiment 10 000 personnes qui le font, mais au final, il n'y en a que 400 qui arrivent à terminer en entier. Donc voilà. Donc j'étais avec d'autres gens dans un camp. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai fait le même jour que certaines stars américaines qui sont vraiment très connues dans le monde de l'ultra. Donc ça fera pas écho à tout le monde, mais notamment Katra Corbett, etc. C'est des gens qui ont 60 ans, mais qui ont fait voilà, qui ont dépassé d'ultra running. Donc je me retrouve avec eux, donc c'est assez marrant. Et au final, je prends beaucoup de bons conseils de ces gens-là parce que c'est des gens qui ont un passé d'ultra running extrêmement développé. Et moi, je suis un peu le petit Candide. Voilà, j'ai fait la diagonale des fous, j'ai couru 7 heures dans Montmartre, j'ai fait deux trois trucs, j'ai fait des GR20 en express. Mais voilà, rien de quoi. C'est pour ça que quand les gens me posaient la question, ils me disaient, c'est quoi ton maximum de temps sur un sentier? Je leur disais quoi? Bah, je sais pas, 7 jours, quoi. Et ils me regardaient, ils me disaient, Ouais, ok, ouais. d'accord. Et voilà, et au final, j'ai pas pris les choses de manière prétentieuse. Je me suis dit, de toute manière, on va découvrir. Et c'est pour ça que je disais toujours ça, je suis là à la découverte, je suis un peu là à l'aventure. Bien sûr, j'y vais en mode un peu light et j'ai un objectif de temps, parce que de base, mon objectif, c'était de faire ça en 80 jours, parce Ok. que j'avais jamais vu, en fait, j'avais aucun Français qui l'avait terminé en courant, et je connaissais la personne qui l'avait fait le plus rapidement en marchant. Donc, elle l'avait fait en 90 jours, en skippant quelques sections. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire 80. Et puis, un jour, un mec fera 70, et puis ainsi de suite. Hmm. Bon, il s'agit que j'ai fait 65, et du coup, maintenant, ça sera un peu plus dur. Donc, voilà. Mais l'idée, c'était pas vraiment juste de battre hardcore, c'était vraiment de partir à l'aventure. Et donc, ça, c'était le premier point. Et les premiers jours se sont pas si bien passés d'un point de vue psychologique. Physiquement, ça allait nickel. Ok. Mais physiquement, je le savais parce que. Voilà, ça faisait des années que je préparais quelque chose comme ça quand même. J'avais quand même, voilà, j'avais le physique pour ça. Mais par contre, mentalement, c'est vrai que c'était surtout le manque proche, notamment le manque de la France. En fait, j'étais un peu déconnecté. Je me disais, tiens, là, je vais quand même rester 4 mois enfin 2 mois, 2, 3 mois sur un sentier. Ça peut être très long, ça va être pesant. Et du coup, c'est vrai que je me suis retrouvé un peu à chialer quoi, le premier jour, alors que c'est pas du tout ma nature. Mais au final, ce qui est assez marrant, c'est qu'on revient au pouvoir des gens et des inspirations. Hmm. Quand j'ai campé le soir, le premier soir, j'ai trouvé un mec qui s'appelait Mike, je me souviens. Et en fait, il était en train de boire sa bière et il m'a dit, ouais, pourquoi t'as l'air dans un sale état. Et je lui dis, bah ouais, je fais le PCT, mais je suis pas content d'être là, quoi. Et le mec me dit, mais attends, je sais pas si tu t'estimes, quoi. Enfin, je veux dire, t'es sur un des plus beaux sentiers du monde, tu vas voir des choses magnifiques, donc voilà. Et puis au final, j'ai bu une bière et puis après, les autres jours, ça allait beaucoup mieux. Et c'est vrai que c'est pour ça que les rencontres, ça a vraiment fait beaucoup de choses dans ce PCT, parce que à chaque fois que j'avais des moments un peu plus bas, les gens, en tout cas que je rencontrais, avaient vraiment des mots positifs et chaleureux pour me booster. Donc voilà. Et effectivement, bah, j'avais quelques peurs, hein. Les serpents à sonnette, ça Hmm. fait jamais plaisir. Mais c'est pareil. En fait, c'est des peurs que tu finis par apprivoiser. En fait, moi, j'ai toujours cette philosophie-là. En tout cas, elle peut être dure à entendre, mais je pars toujours du principe que si tu as une peur, il faut aller la chercher, il faut aller l'affronter. C'est stupide peut-être mon conseil, mais moi, typiquement, j'avais peur du vertige quand j'étais plus jeune, vraiment. C'est-à-dire que je pouvais pas prendre des escaliers à trous carrément, parce que à tel point que j'avais peur de tomber dans le trou. Ok. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé avec des amis dans une carrière abandonnée et on a plongé de 15 mètres. Et j'ai été tétanisé en haut. J'ai sauté. Et à partir de ce jour-là, en fait, j'avais plus peur, quoi. Et je me suis dit, OK, là, j'ai compris un truc dans ma tête. Je me suis dit, OK, en affrontant une peur comme ça,
ça a débloqué quelque chose. Et puis après, petit à petit, ça s'est fait pareil. Et puis pareil, j'étais pas forcément à l'aise au fait de courir la nuit, etc. Et puis maintenant, bah, j'adore ça, je suis vraiment fan de ça, quoi. Et puis les serpents à sonnette, c'est pareil. Le premier que j'ai rencontré, ça m'a fait peur. Et puis après, le deuxième, moi, je me suis dit, ok, faut peut-être. Le C'est juste un troisième, t'as serpent. joué avec? Non, c'est bon? Non, non, peut-être pas non plus, je l'ai pas joué de la flûte, mais non, mais le deuxième, je me suis dit, ok, bah, de toute façon, il est là, dans le désert, de toute façon, si je le fais pas chier, il va pas me faire chier, donc pourquoi j'ai. Enfin, si je lui montre que j'ai peur à cet animal, forcément, il va peut-être agir aussi par peur, donc je me suis dit, voilà, tu marches, et puis si tu le laisses passer, et tu le laisses faire son chemin, et au final, ça s'est passé comme ça, et tout le sentier, c'était une accumulation de choses comme ça, pareil avec les ours notamment. Euh, donc, Ouais, euh, ça c'est moins drôle ça. Bah, les ours, c'est un peu moins drôle parce qu'en fait, dans le sens où c'est différent, ouais. C'est différent parce que déjà c'est plus gros déjà. Mhm. Il Et peut te puis bouffer aussi. ouais, ouais, ils peuvent te manger, mais il faut savoir qu'en fait, pareil, les ours, si tu les embêtes pas, si t'es pas proche de leurs enfants, ils vont pas t'embêter. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, j'ai cette philosophie-là de me dire que si j'ai vraiment une peur, j'essaie de vraiment y aller et d'essayer de l'affronter, en tout cas. Ça, et Mais ça tu vois, marche. mais ça aussi, ça me fait vraiment dire que je sais pas, une sorte d'autodidacte de la préparation mentale, mais personnelle, parce que c'est exactement ce qu'on fait en prépa mentale. C'est-à-dire que l'idée, alors ben, encore une fois, on est tous différents. Il y a des gens qui ont des peurs tétanisantes et ils ne peuvent pas du tout les regarder, et on va aller. L'idée, c'est d'amener ces personnes tout doucement à regarder ces peurs en face, mais pas en vrai, déjà, juste en fermant les yeux dans la tête. Et il y a des gens, je sais pas, qui ont peur des araignées, parce que c'est le truc un peu basique, mais Ouais. même en fermant les yeux et en imaginant une araignée, ils vont pas être bien du tout, quoi. Donc, et c'est ces petits jalons qu'il faut faire sauter un par un jusqu'à aller en voir une, jusqu'à en mettre une dans la main, et puis un jour, il n'y a plus la peur. Mais c'est ça, ce que tu dis, bah, c'est la base des choses, parce que si tu ne fais pas si tu ne passes pas la peur, alors attention, il y a des types de peurs qui sont utiles. Je vais pas sauter dans le vide. J'ai peur du vide parce que si je saute, je meurs. Ça, c'est une Oui, peur utile. pas de survie, ouais. Voilà, c'est nos années de développement qui nous ont appris ça. On n'a même pas besoin d'y réfléchir, quoi. Si je vois un alligator qui fonce sur moi, je pars en courant, je réfléchis. J'ai même pas besoin de réfléchir à quoi faire. Mais ouais, donc c'est impressionnant cette partie, t'arriver à te réinspirer à chaque fois des gens. En fait, c'est quoi? Tu te rattachais à quoi quand tu étais dans le mal? Parce que évidemment que tu as dû être dans le mal. On fait un ultra, je sais pas qui dit ça, mais beaucoup le disent. Et moi-même, quand tu fais un trail long, tu as fait une vie, quoi. Tu as eu le temps de vivre une vie dans ton truc. Tu as passé 15, 20, 30 heures dehors, tu as eu une vie, tu as eu l'euphorie, tu as eu la descente, tu as eu les pleurs, tu as eu les joies, t'as tout eu. T'as parlé à des gens, voilà. À quoi tu te rattachais, toi, quand tu étais dans le mal, loin de chez toi en plus, tu es dans un autre pays, etc. Bah, je dirais qu'en fait, c'est assez bizarre, mais j'ai eu un peu un état de flow quasiment en permanence à partir du moment où j'ai compris que j'étais vraiment dans une aventure et que je devais vraiment y profiter et entre guillemets, voilà, vivre Euphorique un l'instant. peu? Ouais, j'étais un peu dans cet état-là, excuse-moi. Mm. Et donc, c'est vrai que même quand j'avais des moments de down, j'étais en mode, ok, bah, ça fait que t'es venu chercher ça, quoi. T'es venu chercher cet état-là. Donc, en fait, j'avais un peu cet état un peu sadique de me dire, putain, enfin, c'est fou ce que tu es en train de vivre là. Bien entendu, il n'y a pas eu des moments marrants, hein. J'ai eu des moments où j'ai subi de la déshydratation, des moments où j'avais vraiment la dalle, c'était pas facile. Parfois des moments où je me suis un peu paumé et tout, donc c'était compliqué. Mais voilà, après, en prenant du recul et en m'asseyant sur une chaise, je sais pas, quelques heures après, j'étais en mode, ok, ce que tu viens de vivre, c'est ouf, ça fait un souvenir à raconter en plus, quoi. Et donc c'était un peu ça, parce que parfois il y avait des journées où c'était plan-plan et il n'y avait pas grand-chose à faire, parce que parfois je courais peut-être 200 bornes sur quelques jours en voyant juste des forêts brûlées avec des cendres. Donc quand il se passait quelque chose un peu fun, j'étais très content. Donc voilà, c'était un peu ça que j'étais venu chercher. Et c'est pour ça que j'ai testé plein de choses là-bas. J'ai testé, voilà, parfois j'ai couru notamment dans le désert, j'ai couru juste la nuit pendant quelques jours. C'était une expérience assez folle d'être dans la nuit complète avec le ciel étoilé, etc. Donc voilà, j'ai testé pas mal de choses et c'est vrai que même quand j'avais des moments de down, j'ai essayé quand même de les apprécier et de me dire, voilà, de toute manière, t'as pas de pression, t'es pas dans une course. À tout moment, tu peux mettre le clignotant et aller dans une Mm. ville et aller te ravitailler. Donc en fait, c'est juste toi et toi-même en fait. C'est toi, t'es ton seul pire ennemi en fait sur ce projet-là. T'as pas d'adversaire, t'as rien, t'as pas de contrainte de temps. T'as pris un visa de 6 mois, donc tu vois. Donc même si tu fais pas ton objectif, de toute manière, tu es là pour juste traverser le pays.
Et au pire, ça viendra avec le temps. Et puis après, c'est vrai que le cerveau et notamment le corps de manière générale, il finit par un peu adopter un instinct un peu animal, tu sais, parce que voilà, tu passes beaucoup de temps, t'as pas trop d'hygiène aussi, voilà, tu manges un peu n'importe quoi. Tout T'enlèves les superflus, j'imagine, très Ouais, vite. c'est ça en fait. T'as plus du Mm. tout, ouais, tu t'as plus conscience de ce qui se passe autour enfin, t'es un peu à côté de la plaque et t'es vraiment dans la nature constamment. Tu perds un peu de poids. Tout en fait, tout s'enlève. Les muscles superflus, bref, tout s'enlève et du coup, ce qui fait qu'au final, bah, tu réfléchis aussi beaucoup moins. Tu intellectualises beaucoup moins les choses. En fait, t'es en mode, j'ai une douleur, mais en fait, tu la subis plus parce que tu te dis, ça fait partie du truc, quoi. C'est un peu comme, je pense que quand c'était à l'époque, les hommes préhistoriques, quand ils avaient une douleur, ils n'essayaient pas d'intellectualiser les choses. Bon, déjà parce ils savaient pas trop intellectualiser, mais voilà, c'est un peu ça. On revient un peu à nos instincts primaires. Mm. Tandis que quand on est sur une course, là, typiquement, et qu'on a tout notre confort de vie à côté, en fait, c'est hyper facile de se dire, tiens, on va prendre le clignotant, s'arrêter et abandonner. Parce qu'en fait, on a tout le confort. La veille, on était dans un hôtel. Le lendemain de la course, on est Ouais. dans un hôtel. Tu vois, alors que là, Ouais, c'est vrai que en c'est fait, le côté brutal du jour au lendemain, tu passes à je vais me faire mal pendant 24 heures, enfin, c'est ou ça, en fait. moins. Et du coup, tu n'as pas le temps. Et en fait, Ouais. quand tu t'habitues petit à petit, bah, le cerveau, il prend une espèce de routine de vie qui fait qu'au final, bah, c'est royal, quoi. Enfin, moi, ça m'arrivait des fois de dormir vraiment dans l'herbe avec juste mon manteau, comme ça, tu vois. Et des trucs que je ne ferais pas forcément comme ça, tu vois, au quotidien. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu ça sur bah, des personnes qui font des traversées. J'avais notamment entendu la traversée des Alpes, qui est magnifique, là, tu pars de je Ouais, sais le plus, GR5. ouais, et tu arrives à Nice, quoi. Ouais, Et elle disait, bah, en gros, les premiers, c'était une femme, elle disait les 5 premiers jours étaient les pires parce que le corps, il comprend pas, quoi. c'est ça. Parce qu'ils ont fait en ski alpi au début en plus, ils disaient le corps il comprend pas, c'est dur, ça fait mal partout. Tu te relèves le matin, tu es tétanisé, tu dis je vais encore me faire 60 bornes aujourd'hui ou 100, tu vois. Et au bout de 4 jours, 3, 4, 5 jours, elle dit qu'on commence à sentir une sorte de routine vraiment bizarre qui se met en place où on se redécouvre et on découvre une partie qu'on connaît pas en fait, la partie un peu comme tu dis primaire et ben on avance quand même et on avance et on avance et des questions superflues il y en a plus et ou beaucoup moins en tout cas et ouais c'est assez marrant. Il y avait aussi j'arrive pas à retenir son nom, tu vas me le retrouver. Le meilleur pote d'Anton Krupika, Joe Grant. Franco, Joe Grant. Joe Grant, ouais, exact. Il habite pas loin. Bah, ses parents habitent pas loin de chez Ils moi sont d'ailleurs. de Nantes, ouais. Ouais, Il a fait un petit reportage sur les 49ers quand il part en ouais, vélo et tu Black l'as Diamond. vu? Ouais, incroyable. Et bah, il se filme vraiment bah, dans ces états un peu de transe où il a des réflexions, évidemment, des réflexions sur la société, des trucs comme ça. Ah, mais j'ai adoré, moi, j'ai adoré. Mais ouais, où tu vois le côté, bah, ce que tu dis, le côté primaire, il y a plus beaucoup de questions à se poser. Tu manges, t'avances, tu manges, t'avances, tu dors, tu manges, t'avances. Et c'est vrai que dans son truc, il est très authentique. C'est pas une grosse Ah, ouais. production. Ah, moi, j'adore. Bah, Excellent, moi, quoi. Joe Grant, c'est une grande inspiration. J'ai écouté Ah, ses j'adore. Ouais, podcasts pareil, j'adore. et ses vidéos. Typiquement, c'est l'authenticité à son paroxysme, quoi. C'est le mec, quand il a fini ses Fortineurs, justement, il avait pas mal de caméras sur lui. Et en fait, il était mal à l'aise vraiment avec Oui. ça parce il avait vraiment envie de vivre son moment avec soi-même un peu. Et c'était compliqué. Mais j'adore ce personnage. C'est vraiment un très bon athlète. Ouais, je trouve qu'il arrive vachement bien à retranscrire justement ce qui se passe. Il met des mots sur ce qui se passe dans sa tête justement, et il est bien, il est authentique au sens propre, quoi. Ouais. Là, il se refait pas, quoi. Ok, et donc ce PCT, tu arrives au bout, et bah, quand on s'est parlé un petit peu avant, tu m'as dit il y a vraiment eu un avant-après. Ouais, ouais, bah clairement, bah, parce que déjà l'avant-après de tout en fait, parce que tout a changé dans ma vie déjà, parce que déjà d'un point de vue professionnel, parce que de base j'avais envie de reprendre un petit boulot, etc. en finance, et au final je me suis bah, mis en temps, enfin j'avais déjà des diplômes de coach, mais du coup j'étais revenu sur la finance, et puis je m'étais dit voilà, je vais faire du salariat, etc. Et là je me suis dit ok, voilà, là je vais être indépendant, un peu ma quête de liberté que j'avais un peu pu vivre dans le PCT, donc c'était le premier point, c'était sur le plan professionnel. Deuxième point, ça a été voilà, une révélation dans ce que je voulais faire dans l'ultra trail, ce qui était pour moi hyper important. C'était pas l'aspect performance, mais vraiment de vivre des aventures intenses. Et c'était très important pour moi. Donc ça, c'était le premier point. Un point. Et troisième point, c'était l'importance des autres, notamment dans ce genre d'aventure. On oublie très souvent et on le néglige. C'est que moi, j'ai découvert des personnes incroyables, j'ai fait des rencontres incroyables. Et c'était quelque chose, voilà, pour moi qui avait vraiment une importance, c'est que ce sentier-là, il m'a fait redécouvrir un peu l'humanité, parce que voilà, j'avais pas forcément un bon a priori, bah, avec ce qu'on peut vivre parfois, etc. Donc voilà, donc là j'avais vraiment un meilleur a priori de l'humain en tout cas.
Et, euh, et après, ce qui était très compliqué à vivre aussi, c'était l'après, parce que en fait, quand je suis revenu en France, clairement, j'étais un peu en dépression, dans le sens où voilà, je venais de vivre une expérience aussi intense que j'aurais pu encore continuer pendant des mois et des mois. Et là, tu arrives, voilà, tu dois vivre à la vie, les gens qui te disent, eh, tu fais quoi après? Enfin, tu vois, c'est pas évident à subir et à vivre. Et donc, il faut quand même être très fort mentalement pour survivre à ça. Et il y en a qui n'ont jamais survécu, je pense. Mm. J'ai discuté avec pas mal de gens, justement. Et beaucoup de personnes, bah, en fait, on parle de syndrome post-trail. Mm. Et il y a des gens vraiment, après la vie après le trail, c'est morbide, quoi. Parce qu'en fait, tu es là, tu te regardes dans la glace et tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que je vais faire là? Donc tu te poses des questions. Heureusement, bah, comme je disais, j'ai un mental assez fort et du coup, j'ai pu rivaliser avec ça et rebondir assez vite. Mais c'est vrai qu'il y a eu 2 semaines où voilà, je dormais pas trop parce que je pensais qu'à ça. Quand les gens me parlaient, j'étais absent parce qu'en fait, je pensais qu'au trail, quoi. J'allais revoir les Mm. photos, j'allais les images. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident et il faut pas l'oublier aussi. C'est qu'après ce genre d'aventure, il y a vraiment un après qu'il faut aussi anticiper. Et que moi, j'avais pas du tout anticipé pour le coup. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le choix, après avoir fini le PCT, de parvenir à la civilisation directement. J'ai passé 2 semaines sur une île au Canada, complètement Ah paumé, ouais. vraiment dans une cabane, vraiment, c'était assez Mm. marrant. Donc j'ai fait ça vraiment pour m'éloigner de tout ça, justement, de revivre un peu la solitude à son Ok. extrême. Et après, je suis revenu du coup à la vie sociale. Et c'est vrai que quand je suis revenu totalement en France, là, c'était un peu la claque. Mais voilà, je pense que c'est important d'essayer Tu m'étonnes. d'anticiper ça quand même. Et du coup, justement, Joe Grant en parlait bah, dans son truc de Black Diamond et dans un podcast qu'après son 14ers, c'est pas Mm. facile de revenir à la vie, notamment les sollicitations, parce que forcément, bah, il y en a quelques-unes, des podcasts, des personnes qui te posent des questions, etc. Et donc, c'est difficile parfois aussi de mettre des mots à ce que tu as ressenti, les émotions et tout. Ouais, t'as peut-être Parce pas qu'en forcément envie tout de suite aussi. Ouais, aussi, et c'est vrai que parfois c'est pas trop explicable ce que tu as pu ressentir à un certain Mm. moment, et tu te dis que tu rends pas forcément honneur à ce que tu as vécu. Donc, bon, voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que voilà, je l'ai pas forcément bien vécu, mais voilà, j'ai relativisé. Je me suis dit, bon, t'es quand même en bonne santé, tu vois, tu vis bien, faut aussi se calmer. C'est un peu un caprice, entre guillemets, parfois d'avoir des réactions comme ça, donc je me suis un peu redescendu, et puis Après, c'est. tu passes par une réaction un peu classique du deuil, tu sais, que ce soit un deuil je sais pas, je me suis fait virer de mon boulot, ou je me suis fait larguer, ou peu importe, un truc vraiment pas agréable. Voilà, ça descend, le rejet, le deuil, l'acceptation, et puis la remontée de la pente. Enfin, c'est la phase classique qui est pas forcément, qui est pas du tout malsaine, mais faut juste bah, l'accepter. C'est facile à dire quand c'est fini, mais voilà, quand on est dedans, on a un petit peu moins envie d'accepter ça. Mais c'est ça, c'est là aussi où la prep mentale est un rôle important, c'est de se préparer à ces moments-là, rien qu'en le sachant, rien qu'en disant au cerveau, bon là on parle d'une phase de surmonter un truc difficile, mais on prend le cas de l'ultra. Dans l'ultra, ce que je trouve fou avec la prépa mentale, c'est, je sais pas, c'est un des rares sports où les conditions extrinsèques, enfin externes à toi-même, vont jouer le rôle quasiment le plus important de la course, quoi. Donc toi, t'es préparé, t'es au top, t'es machin, et puis bah, finalement, bah, je sais pas, moi, si t'es dans le sud et qu'il fait 25 degrés, bah, finalement, ta course, le jour de la course, il fait froid, il fait 5. T'es gelé, comment tu veux faire? Ça t'a tordu le ventre, ok, bah tu peux plus manger. Ouais, bah t'avais des cuisses en béton, t'es super fort, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Est-ce que tu abandonnes tout, tu pètes un câble? Parce que ça fait 6 mois que tu t'entraînes. Est-ce que tu te raccroches à d'autres choses justement que tu as travaillé? C'est là où je trouve que bah, c'est un peu la magie, quoi. C'est la magie de se dire, j'entraîne mon corps bah, pour faire ce truc-là. On s'entraîne vraiment beaucoup et on y met de l'énergie. Et à côté de ça, je laisse mon mental comme ça errer et, euh, et puis on verra bien quoi. Putain, non quoi. Enfin, je trouve ça hyper dommage quoi. Pour être un sportif, en tout cas, on parle de sport complet. Pour moi, il faut les deux quoi. Si t'as pas les deux, bah, il manque un truc quoi, clairement. Clairement, clairement. Ok. Et du coup, rentrer, tout ça. J'ai vu qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Le PCT t'a fait passer médiatiquement, on va dire, dans une autre sphère, parce que tu en as fait des podcasts, tu en as fait des interviews, d'aventures, de trail. C'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs. Et, euh, et toi, la suite, du coup, bah, maintenant, je pense que tu vas pas te servir de ça, mais ça fait partie de ta nouvelle identité, justement, pour construire la suite. Bah en fait, clairement, de base, j'ai aussi fait j'ai fait les podcasts pour premièrement déjà essayer de raconter mon aventure et je trouvais que j'avais
quand même une philosophie un peu différente parfois de ce qu'on peut entendre, que j'avais jamais forcément parfois écouté dans des podcasts. Enfin, en tout cas, que je connaissais chez certains, mais qui n'avaient pas forcément envie de le dire. Notamment chez certains coureurs de la Barclay qui sont un peu, qui s'en foutent un peu de ce genre des podcasts, etc. Et donc, je trouvais ça bien d'essayer de partager un peu une vision, notamment française de la chose, parce que c'est vrai que c'est souvent des choses un peu américaines. Et donc, c'était hyper important pour moi. Et deuxièmement, parce que voilà, je voulais forcément lancer mon coaching. Et Mhm. du coup, c'était aussi important pour moi d'essayer de faire connaître un peu ma vision, etc. Donc, ça, c'était le premier point. Euh, donc, c'est vrai que ça a permis beaucoup de choses, parce que c'est vrai que la visibilité, ça permet pas mal d'opportunités. Donc, ça, c'était Mhm. un point hyper important. Et puis, le deuxième point, c'était voilà, de quand même rester sur cet objectif-là de la Barclay et de pas juste se rester sur ces choses-là. Voilà, les podcasts, c'est bien, forcément, mais faut pas oublier que voilà, j'avais toujours cet objectif-là. Et donc, c'est vrai que avant même de faire des podcasts, je suis allé après le PCT, je suis allé comme je disais sur une île au Canada. Et puis je suis allé faire la Barclay Fall Classic, donc qui est la mini Barclay en fait. En fait, il faut Ok. savoir que pour se qualifier à la Barclay, tu as trois moyens. Donc, tu as la méthode classique et secrète. Et tu as deux autres moyens, c'est de gagner en fait deux courses un peu partenaires de la Barclay. Mhm. Donc, un qui est la Big Backyard aux États-Unis, sauf que c'est quasiment impossible de gagner aujourd'hui. Et la deuxième qui est la Mini Barclay. Et donc, c'est celle sur laquelle je me suis positionné. Et donc, voilà, donc j'étais premier pendant 7 heures de course. Et en fait, je me suis perdu. Et du coup, ce qui fait que j'ai fini deuxième. Et j'ai Mhm. fini en 9h48. Donc c'est assez frustrant de se Ouais. perdre sur ce genre de course et surtout à ça de son rêve, quoi. Donc voilà, donc j'étais pas non plus si triste que ça parce que je venais de vivre une aventure incroyable. Donc c'était hyper important pour moi voilà, de me dire voilà, c'est pas grave, tu as quand même vécu une expérience de fou et puis surtout ça m'a permis de découvrir la forêt de la Barclay, les gens autour de la Barclay, la communauté, rencontrer l'organisateur de la Barclay aussi, toutes ces choses-là. Donc c'était très important pour moi. Et c'est vrai que voilà, après je suis revenu en France et il fallait faire voilà, tous ces podcasts, notamment faire de l'entrepreneuriat, faire le coaching, etc. Donc voilà le point. Et puis après, d'essayer de lancer la saison 2025 et qu'elle soit aussi belle que celle que j'ai fait. Donc voilà. Et du coup, tu as entamé la saison 2025 avec Ouais, en fait, ta petite backyard en France. en fait, quand j'ai su qu'il venait, quand j'ai su que Lazarus Lake venait en France, je me suis dit bon, là, on oublie direct tout ce qui se passe et on y va Ouais. direct, qu'importe. Donc du coup, je suis allé à la backyard. T'allais dire L'idée, c'était pas coucou, forcément. coucou, je suis là. Ouais, c'était ça, coucou. Et puis l'idée, c'était de faire une belle performance, surtout pas pour lui taper un peu dans l'œil. Rencontrer aussi, re-rencontrer la communauté Barclay parce que je connaissais déjà certaines personnes, mais j'avais des gens que j'avais jamais vus, comme notamment Christophe Tonorg, qui est le recordman du 24 heures dénivelé positif. Mhm. Et donc, au final, il a fait mon assistance pendant la course. Donc, tu vois, Ouais, cool. des choses inoubliables. Et puis parler de la Barclay, de la forêt pendant, je sais pas, 5-6 heures de course avec quelqu'un, c'est quand même cool. Donc ça, c'était le premier point. Et puis au final, j'étais pas forcément déçu parce que c'était assez fou de se dire que j'ai sprinté toutes les dernières boucles devant Laz et qu'il applaudissait et qu'il m'a dit quand même que j'avais fait de belles performances. Donc quand le patron te dit ça, Ouais. tu te sens bien. Donc c'était le premier point. Et puis voilà, donc c'était un peu le premier objectif. Et puis l'objectif principal de cette année, et j'en ai pas, enfin, j'ai pas communiqué dessus. C'est pour moi hyper, enfin, c'est l'objectif vraiment central, c'est la traversée des Pyrénées. Donc le Par GR10, le GR10, ok. ouais, par GR10. Et l'idée, ce serait de pouvoir prendre, si j'y arrive, le record de Aurélien Sanchez, qui est de 12 jours et 5 heures. Donc voilà, après avoir fait le PCT, je me sens prêt de me relancer dans une aventure un peu longue comme ça. Et j'ai déjà les mécanismes. Donc je pense que je pars avec, entre guillemets, des avantages qu'Aurélien n'avait pas quand il l'a fait, vu il l'avait fait à l'époque un peu de manière candide. Donc voilà, donc ça va être un peu l'objectif de l'année et qui va pas être facile. Ça serait pour quand? Ça sera du 7 au 19 juillet, je crois. Ok, on suivra ça. Ouais, ouais, ça Ok, sera. ok. Ouais, donc t'as déjà bien planifié ton année 2025 avec un bon au menu, une belle traversée. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est ça. Et puis au final, du coup, je retourne après aux États-Unis pour refaire la mini Barclay. Ok. Parce que voilà, je pense que je suis jamais à court d'expérience et de manière de reconnaître encore la forêt, etc. C'est toujours des moyens de connaître davantage les lieux, de s'imprégner de la communauté aussi là-bas. Donc du coup, j'y retourne. Et puis voilà, j'espère qu'avec ces deux choses-là, j'aurai peut-être mon ticket pour la Barclay 2026. Donc voilà. Ouais, oh, 2026, t'auras même pas, tu seras encore très très jeune quand même pour arriver à la Barclay. Ouais. Oh, t'es le plus jeune, je pense, Non, il y a qui a eu, la il y a Barclay. eu un, il y a Ou il eu y a un, jeune. il y a eu un type qui l'a fait très jeune, qui s'appelle Nicolas Demus Holon.
qui était d'ailleurs très très fort parce qu'il avait fait deuxième au Tour des Géants il y a des années. Ok. Un gros palmarès, sauf qu'au final, il est tombé un peu en dépression parce qu'en fait, il s'est blessé parce qu'il faisait beaucoup, il courait énormément. Mm. Et du coup, il a jamais recouru depuis quasiment sa Barclay, donc ça doit faire quoi, 10 ans, 10-15 Ah ans ouais, qu'il court d'accord. plus. Ok. Ouais, Mais c'était une superstar en devenir. Ouais. ok. Bon, ultra intéressant. Et bah, tu vois, là, on va arriver gentiment à la fin. Tu as organisé une course, tu m'as dit. Tu vas organiser une course ce week-end. Tu vas en parler un petit peu ou pas? Ouais, C'est secret. non, c'est pas, c'est secret sans être secret. J'organise ça, bah écoute, samedi soir. Ça s'appelle la Trace Fantôme. Ok. Donc en fait, c'est entre guillemets, c'est une Barclay marathon, mais sous format un peu plus petit. Et en fait, mon petit côté drôle, c'était de me dire que je pouvais créer une Barclay en Loire-Atlantique. Donc voilà, du coup, j'ai réussi Ok. à la créer, à créer le parcours. Il faut savoir que j'ai réussi à créer un parcours de quasiment avec 4000 mètres de dénivelé positif en Loire-Atlantique, dans le Ok, pas département facile. le plus, dans le département le plus plat de France, donc c'est quand même pas facile. C'est déjà un beau Donc, défi, ouais. donc je suis très content. Et du coup, au final, ouais, ça va être ça. Ça va être une petite Barclay, donc ça va durer 12 heures. Enfin, les gens ont 12 heures pour la finir et il faudra trouver des bouquins, etc. Et pareil, j'ai sélectionné assez peu de gens pour la course. Et puis voilà, donc l'idée, c'est un peu de transmettre un peu ce qui m'a fait rêver à des gens qui n'ont pas forcément peut-être l'ambition de vouloir faire la Barclay un jour, quoi. Ah, c'est cool, c'est cool. Et toi, pour toi, vraiment, en fait, chaque année, là, à l'heure où on se parle, tu te sens capable, physiquement, mentalement, j'en doute pas, de passer une Barclay. Si demain il t'appelle, toi, pour toi, il y a pas de souci, quoi. Ton entraînement, ton volume, il est toujours là, et quoi qu'il arrive. Bah, avant le PCT, je t'aurais dit non. Après le PCT, c'était une autre paire de manches parce que là, je me suis vraiment dit, OK, là, ouais, t'es prêt. Là, t'es prêt parce que t'as vraiment tout vécu, tout ce qui était possible de vivre. Et je m'étais quand même déjà beaucoup entraîné avant. Mais là, ça m'a vraiment confirmé que j'étais prêt. Et du coup, je suis allé aussi sur le lieu de la forêt. J'ai testé un peu certaines pentes. Bon, bien entendu, avec moindre, très grande humilité parce que j'ai pas pu faire de hors-sentier parce que c'est interdit de reconnaître Ouais, les lieux de la Barclay. Tu peux juste faire les chemins officiels dans la forêt. Donc voilà, donc aujourd'hui, te dire que je finirai 5 boucles, ce serait très prétentieux ouais, et non, je non, non. et je le dirais pas. Après, est-ce que j'y crois? Oui, ça c'est sûr. Est-ce que je me sens capable de pouvoir peut-être finir la course un jour? Ça c'est certain, parce que sinon, bah, j'essaierai pas de m'inscrire, quoi. En fait, tu as tout simplement, enfin, ce que tu as vécu avec le PCT, c'est ce qu'on vit, ce que vivent tous les trailers quand on monte une distance. Si tu fais des 20 et que tu dis je vais faire un maratrail, tu dis putain, ça va être dur, c'est le double. Tu passes le maratrail, tu dis bon, bah, j'ai fait les 40, bon, etc., 60, 80, 100, 170. Euh, et une fois que tu redescends en arrière, évidemment, c'est plus la même intensité aussi. Voilà, si tu fais un 20 km au lieu d'un 100 bornes, tu cours un peu plus vite et tu te fais mal aussi. Mais il y a ce côté, tu as démystifié, en fait, comme on aime bien dire, le plafond de verre, là, avec le PCT, il a explosé, et après, c'était fini. Enfin, c'était fini dans le sens nos limites, quoi. Ouais, bah, je Complètement. pense que c'est important de casser cette limite-là, en fait, parce que si on se la met trop souvent, si on se la met trop longtemps, au final, on est bloqué mentalement, on est bloqué psychologiquement, et limite, c'est jamais bon. Les limites, c'est souvent le reflet de nos peurs, de toute manière, donc je pense que c'est très important d'essayer de les briser pour qu'il y ait un peu un infini de possibilités, et comme ça, tout peut se passer en course, quoi. Donc ouais, je l'ai enlevé, cette limite, et maintenant, je me dis que c'est possible. Mais Donc, après, c'est vrai que, enfin, la limite du kilométrage, j'allais dire, elle a un sens, quoi. Quand moi, j'ai fait mon premier 100 km l'année dernière, que je préparais tranquillement, j'en ai fait deux au final, et j'en ai fait un à l'Ultra 01 dans le Jura, et après, j'ai fait l'endurance des Templiers en octobre. Et chaque fois, je regardais la montre et je voyais 40, 60. Et puis au bout de 80 bornes, je me disais, putain, il y a marqué 80 sur la montre. Et vraiment, j'étais content, j'étais fatigué, éclaté, dans un mauvais état, quoi. Et je disais, non, mais il y a marqué 80 sur la montre. Et j'essaie de me dire vraiment ça. comprendre, quoi, que oui, j'ai mal au pied, c'est normal, je le répète en boucle, c'est normal, t'as mal au pied, il y a marqué 80 sur ta montre. C'est logique. Et, ouais, et puis finalement, bah, tu fais sauter comme ça des verrous, des verrous. Ouais, bah écoute, super intéressant ce que tu m'as dit là aussi. Je vais rebondir là-dessus avant de te laisser. Euh, Tu parlais d'identité en fait. En fait, ce que tu as dit, tu l'as pas dit parce qu'on l'a tellement entendu, mais le côté c'est pas l'objectif qui compte, c'est le chemin. Donc ça, on l'a tellement entendu qu'on en a plein la tête. Un classique. Mais ça n'empêche pas que c'est l'absolue vérité et quand on le vit, bah, on en est absolument persuadé quoi. Au final, même quand tu arrives à la fin.
bah, tu arrives à la fin, quoi. C'est fini, il y a rien à faire. Et alors que tout le chemin que tu as parcouru, bah, il est fait, quoi. Et on ne te l'enlèvera jamais. Et en fait, bah, c'est ce que moi je retourne sur ce qui m'a amené dans la prépa mentale, c'est le côté, c'est pas les techniques, en fait. Les techniques, c'est génial parce que tu trouves la bonne technique à ta problématique, poum, tu peux faire sauter un problème en 3 secondes. Donc c'est quand même cool. Mais c'est le côté identitaire. Moi, on a tous en tête la pyramide de Maslow, là où on part d'en bas pour remonter. Pareil, il y a un des grands pontes de la neuro, de la PNL qui s'appelle Dilts, la pyramide de Dilts. Et en fait, pour moi, on la lie à l'envers. C'est les avoir, faire pour être. On essaye d'avoir des trucs pour faire des trucs et pour devenir quelqu'un. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. C'est ce que tu fais. C'est d'abord, tu détermines qui tu veux devenir, en fait. Et à travers qui tu veux devenir, une fois que tu as bien ça dans ta tête, et une fois que c'est centré, il y a tout qui descend. Et du coup, tu sais quitter, tu fais des choses en rapport parfaite, en cohérence avec ce que tu es. Mais après, il y a des noms, hein, l'écologie de la pensée, tout ça, mais au final, on s'en fout. Tu sais quitter, tu fais des choses qui sont totalement en rapport avec ce que tu aimes, avec ce que tu es. Et au final, tu as les choses qui te conviennent, quoi. C'est pas l'inverse, quoi. C'est marrant parce que dans la vie, on nous apprend souvent l'inverse. Il faut d'abord avoir des choses pour ensuite potentiellement penser à faire des choses. Et ensuite, tu seras quelqu'un. Ouais, non, ça c'est mentalité française, ça marche Et pas. ouais, donc c'est vraiment c'est ce que je ressens dans ce que tu me dis. Et c'est vraiment le côté pense à qui tu deviens, quoi. Enfin, pense à ce que tu es en train de devenir. Ce que tu fais là quand tu vas courir à Nantes. Pour être en Bretagne, pas trop loin de chez toi, ça peut être un peu monotone, quoi, quand tu rêves de traverser des montagnes, voilà, mais t'es porté, quoi. T'es habité. Non, je suis d'accord. Je peux rien dire de plus de toute manière. C'est un peu le résumé du podcast, je pense. Voilà, d'essayer de toujours penser à ce que tu vas devenir et ce que tu es en train de devenir et d'apprécier vraiment ce processus. Parce que quand je repense au chemin déjà que j'ai parcouru, et parfois, limite, il y avait même des moments qui me manquent, des moments de galère et tout que j'ai vécu et que je me dis, tiens, là, j'ai déjà envie de les revivre, quoi. Donc, non, le processus est très important et les gens veulent griller les étapes, ils veulent faire plein de choses sans forcément avoir les galères du process. Mm. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec certaines personnes parfois qui me disent tiens j'ai envie de faire cette ultra ou cette chose là mais moi j'ai rien contre cette idée là mais en fait je me dis tu verras fais le processus pour y arriver tu verras ça sera encore plus beau en fait tu vas grandir tu vas apprendre des choses parce que c'est cool de dire j'ai fait quelque chose et je l'ai fait mais parfois j'essaie de faire redescendre un peu certains athlètes notamment qui viennent vers moi et de leur dire voilà tu as cet objectif là il est hyper cool et c'est trop bien mais en fait, peut-être que tu vas avoir un petit down psychologique si derrière, au final, tu l'as déjà fait au bout de 4-5 mois. Et tu vas dire, OK, mais au final, j'ai fait déjà le truc le plus dur que j'avais fait. Si j'avais déjà été pris à la Barclay au bout d'un an, j'aurais été ça m'a un peu déçu, quoi. Donc là, je me dis, tiens, c'est trop cool, quoi. J'ai fait 5-6 années avant peut-être d'y arriver. Mm. Donc c'est très beau. Et c'est pour ça que je prends souvent cet exemple et je dis souvent aux athlètes qui viennent avec cet objectif-là, je leur dis, écoute, 160 km, c'est impressionnant, bien entendu. Mais n'oublie pas que les soldats de Napoléon, ils faisaient la même tous les 2 jours avec des fusils dans le dos et pareil avec les soldats d'Attila. Donc redescends un peu. Et eux, ils le faisaient, ils ont parcouru des kilomètres avant ça. Donc voilà, on est fait pour ça, on est des êtres endurants, faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a tendance à en faire des caisses, etc. Mais voilà, mais je pense que c'est très important voilà, d'apprécier le processus pour arriver à son objectif. Bah écoute Antoine, je vais rien dire de plus. C'était une belle conclusion. Je te remercie pour le temps que tu as pris, pour avoir partagé un peu avec nous ce qui s'était passé, pas seulement dans le corps, mais surtout dans ta tête pendant tout ce processus-là. J'espère que tu vas continuer tranquillement vers ton objectif. Et bon, de toute façon, je me fais pas trop de doutes, que ce soit cette année ou une prochaine année. Normalement, là, il devrait penser à toi. J'espère. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai pas l'habitude d'essayer de plonger un peu dans l'aspect mental et je pense que c'est très important. Les gens l'oublient. Ils focus sur le physique, mais c'est dans la tête que ça se passe. Et oui, ça se structure aussi. Bon, bah écoute, merci Antoine. Merci beaucoup. À une prochaine. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.